me semble tout aussi complexe que celle qui amena la vérole de Pangloss. Alors le parallèle entre la maladie honteuse de Pangloss et l'honneur qui m'est fait est peut-être un peu hardi, mais on peut observer, Antoine Flahault avait commencé dans ce genre-là, que l'épée c'est le signe extérieur d'une maladie, l'appartenance à l'Académie des sciences, qui se transmet de façon interhumaine, par élection, qu'une fois la maladie attrapée, on la garde jusqu'à son décès, et qu'entre-temps, on la transmet à d'autres. Mais, comme l'a fait remarquer Antoine, l'épidémie est tout de même bien contrôlée. Je vais commencer par le début des causes, c'est l'histoire de l'épée. Aurélie l'a dit, et je peux peut-être vous faire gagner un peu de temps. Je voudrais parler des premiers signes annonciateurs, tout de même. Parce qu'après mon élection, il a fallu faire un pont dans mon laboratoire parce que tout le monde me disait alors ça va changer quoi, et puis qu'est-ce qu'on fait à l'Académie des sciences. Puis j'ai même reçu un mail de félicitations qui me disait bravo pour ton élection à l'Académie française. Alors j'ai été touché, mais je me suis dit qu'il fallait être plus clair, et donc on a décidé de faire un pot. Et ce pot a été préparé par mon épouse. Alors le détail mérite d'être dit parce que mon épouse est créole, elle est née à Madagascar, avec une ascendance réunionnaise, je salue ma belle-mère, et alors rien de ce qui concerne l'Europe ne lui est étranger. Elle ponche, le daiquiri, enfin tout ça. Et ces préparations sont irrésistibles et extrêmement dangereuses. Il se trouve que Guy Thomas les apprécie outre mesure, et donc j'ai mis sur le compte du rhum la remarque qu'il m'a fait immédiatement, après très peu de verres finalement, en compagnie d'Antoine Flahault, il te faut une épée et on va s'en occuper. Je lui ai dit que j'en avais déjà une, j'avais une épée de l'école polytechnique, je m'en servais pour faire des brochettes comme tout le monde dans les sous-sols de l'école polytechnique, et que ça suffisait comme ça. Au passage, cette épée de polytechnique m'a été remise par Pierre Messmer, qui était à l'époque ministre des armées du général de Gaulle, et qui est maintenant chancelier de l'Institut, et il y a pas mal d'allers-retours comme ça de vie qui sont curieux. Mais j'ai eu une nouvelle alerte fin décembre, parce que Jean-Louis Faure, très bon ami Jean-Louis Faure, est venu me voir et m'a dit « Je voudrais que tu me passes ton épée de polytechnicien pour voir si on peut en faire quelque chose. » Alors je l'ai passé avec un peu d'inquiétude parce que il est capable de modifier beaucoup les choses. Et il me l'a rendu très peu de temps après en morceaux dans une petite boîte en disant « On ne peut rien faire de cela. » Je savais déjà un peu. Et heureusement, grâce à Michel Renonciat, elle a retrouvé une nouvelle jeunesse. Quelques mois après, c'est grâce à vous, Monsieur Schwartz, que j'ai appris que des choses plus sérieuses se dramaient, parce que vous aviez reçu un courrier, et m'avait dit, vous savez bien que ces lettres, je suppose que vous savez. Je lui ai dit, mais non, je ne savais pas, et j'ai vu à ce moment-là que François Cangrel, Aurélie Cangrel, était dans cette affaire. C'est avant l'été que j'ai vu l'épée dans l'atelier de Michel Renonciat, et la raison pour cela, c'est que Jean-Louis Faure m'avait demandé d'imaginer des mots caractéristiques de mon activité à écrire moi-même sur le fourreau de l'épée. Et je lui ai dit que j'en étais tout à fait incapable, que j'écrivais très mal, et j'ai eu envie de faire une liste de scientifiques jusqu'au 19e siècle, parce que je ne voulais pas prendre la responsabilité de donner des bons points aux chercheurs du 21e siècle et même du 20e siècle. Et cette liste de scientifiques qui est sur le fourreau de l'épée, elle a été écrite par Pierre Le Tan, qui a fait un formidable travail, et je voulais en remercier. Si vous me permettez, parce que c'est une occasion unique où je réunis des gens qui sont vraiment, à qui je tiens beaucoup, de deux milieux, mon milieu privé, personnel, et mon milieu professionnel. Et j'ai un peu envie tout de même de parler du professionnel au privé, j'essaie d'en parler le moins possible, et du privé au professionnel, je crois que j'en parle pas. Je voudrais vous parler donc de la genèse plus lointaine de cette épée, parce qu'évidemment, elle est à trouver dans l'enfance, et je voudrais vous prendre un peu de votre temps pour vous parler, comme le disait Alexis, en effet de mes parents. Parce que je pense que je me dois de leur rendre hommage, mais j'ai eu envie de ne pas le faire formellement, mais de le faire un peu plus précisément. Je pense que c'était des gens tout à fait exceptionnels, et je voudrais essayer de vous en convaincre. Il s'agissait d'un couple qui était uni par un amour absolu. C'était des gens qui étaient tombés amoureux ensemble, enfants, et qui le sont restés jusqu'à la mort. Et l'un était orphelin et l'autre fille unique, et il n'y avait que 3 personnes dans cette famille qui étaient soudées par un amour total. Je me rappelle
un souvenir que je voudrais aussi vous citer. Parce que durant mon enfance, tous les soirs, après les devoirs, on allait chercher mon père à son travail. Et son travail, c'était au ministère des Finances, dans le Palais du Louvre. Et on revenait tous les soirs, exactement tous les soirs, là où j'habite encore, près de la place Saint-Sulpice, et on passait tous les soirs par le Pont des Arts. Je peux vous dire que la vue du palais de l'Institut et de la coupole, ça s'imprime dans une jeunesse comme ça, et que quand le mardi, je passe pour la séance du mardi, je passe de l'autre côté du décor, ça ne peut pas me laisser indifférent, vous en doutez. Pour caractériser la façon dont j'ai été élevé, je voudrais vous citer 2 anecdotes qui, je pense, vont vous éclairer. J'étais un très mauvais élève en mathématiques en 3e, au point que j'ai des proposés en redoublement. Je ne pus passer en seconde à Louis le Grand qu'à la condition de rejoindre une classe uniquement littéraire, car j'étais bon en grec, heureusement. Mon père, pour qui les mathématiques étaient très importantes, me fit faire un problème par jour pendant tout l'été, et donc, mais il se trouve qu'à la première composition de seconde, j'étais premier en mathématiques. J'étais tout à fait surpris, j'étais un cancre absolu en 3e, mais c'est vrai que c'est une classe d'hellénistes. Enfin, j'étais premier, donc je suis revenu, j'étais très content, et je lui ai dit, je suis premier. Il m'a dit, bon, et avec quelle note? Alors je lui ai dit, bien, c'est bien, j'ai eu 13. Il m'a dit, non, 13, ça n'est pas bien, c'est assez bien. Quand tu auras 14, tu parleras de bien. Et ce genre de leçon reste, et malheureusement elle est transmissible aussi, je dois dire que je la transmets à mes enfants qui s'en plaignent. Une de mes filles m'a annoncé la semaine dernière un plutôt inusuel 16 sur 20, et je lui ai dit, ah, c'est pas mal, et elle m'a dit, non, 16, c'est très bien. Seconde anecdote, je passe à l'improviste à la campagne, alors que ma mère, qui était veuve alors, y était. Et alors il pleut, et il n'y a personne dans la maison, donc je m'inquiète, c'est une personne très âgée. Je vais voir dans le jardin et je la trouve en train de jardiner à genoux, avec un sac en plastique à côté qui contenait un réveil matin. Alors elle m'a expliqué, voilà, je vais avoir 80 ans, et ce n'est pas le moment de manquer de discipline de vie. J'ai décidé que je ferai 2 heures de jardinage par jour, et je ne m'arrête que lorsque le réveil sonne, la fin des 2 heures, et certainement pas au motif que la pluie tombe. Donc vous voyez, c'était une éducation, il y avait de la rigueur, de la discipline, du travail. Je pense que Machela et André, que les gens bien connus, reconnaissent les personnes. Le respect exclusif pour une seule chose, qui était le travail intellectuel, et un très grand amour. Donc j'ai eu beaucoup de chance avec cet environnement familial, je voulais en témoigner. C'est vrai qu'il était un peu pesant tout de même sur le coup, mais enfin je devais saluer à distance. Durant mon adolescence, je voulais être chirurgien. Je me suis laissé entraîner néanmoins vers les grandes écoles, ce fut l'X pour 3 raisons. D'abord par facilité, car tout m'y poussait, et mes parents en premier évidemment. Par la volonté d'avoir le plus jeune possible mon indépendance, parce que la très bonne formation dont je vous parlais était tout de même un peu lourde, c'était un peu rigoureux la vie à la maison, et à l'X on est indépendant à 20 ans, c'est tout de même agréable, et parce que je pensais que de toute façon je ferais ce qui me plairait ensuite, c'est tout de même ce qui s'est passé. Et dès l'école, je me suis mis à chercher un laboratoire de recherche biomédicale, j'ai visité beaucoup de personnes et de laboratoires, et ce qui a fait tilt pour moi, c'est ma rencontre évidemment avec Daniel Schwartz. J'ai eu la chance énorme qu'il accepte de me recruter, et j'ai eu la chance d'appartenir à son école. Je peux peut-être gagner un peu de votre temps, puisque tout le monde a témoigné ici de ce dont je peux témoigner directement, évidemment. C'est l'école formidable que c'était. J'ai appris auprès de lui en enseignant, en particulier en enseignant dans l'enseignement qu'il a créé. Il a créé un enseignement de statistiques pour les médecins et les biologistes, mais qui n'est pas un enseignement de statistiques, c'est l'enseignement d'une méthode de pensée. On peut dire la méthode de pensée Schwartz, tous ceux qui ont été vos élèves le disent, 30 000 étudiants. C'est un succès absolument extraordinaire, y compris à l'étranger. Et participer à ce type d'aventure, c'était vraiment formidable. Concernant la recherche, je vais peut-être faire une autre description, légèrement différente description de celle que vous avez fait, M. Dubiana. Daniel Schwartz laissait en réalité énormément de liberté aux chercheurs. Je n'ai pas eu le sentiment, ou alors peut-être l'a-t-il fait sans que je m'en aperçoive, qu'il m'envoyait quelque part. Il laissait énormément de liberté aux chercheurs, aux jeunes chercheurs, et il lui offrait beaucoup de possibilités, d'infinies opportunités, un très bon environnement, mais c'était aux chercheurs de faire ses choix. Et c'était une responsabilité en fait assez angoissante au début, et mes débuts furent d'ailleurs assez difficiles. J'ai eu beaucoup de mal à publier au début, je publiais peu. Au bout de 2 ans, j'ai tout de même commencé à publier correctement. Et une anecdote aussi, si vous permettez. Je me souviens tout de même d'un de vos commentaires quand je suis venu vous dire
que, ça y est, je me mettais à publier. Vous m'avez dit, il est quelquefois pire de beaucoup publier que de peu publier. Et j'avais cru prendre du large par rapport à la rigueur familiale, et j'ai retrouvé la rigueur professionnelle, mais qui est cette rigueur professionnelle admirable que tous vos élèves aiment, ainsi que votre humour aussi, bien sûr. Donc c'est un événement qui allait être un événement plutôt fortuit, qui allait être un événement fondateur de ma carrière scientifique. C'est Emilia Freindel qui, demandant une aide pour modéliser une courbe de croissance tumorale expérimentale, me donna l'occasion de cette rencontre. Et en effet, Emilia Freindel était une collaboratrice extrêmement importante et créative de M. Tubiana. Et en effet, en parlant de la taille de la tumeur, on en est arrivé à parler du cycle cellulaire, des cellules quiescentes, du déterminisme de la mitose. Et j'étais en face d'un grand sujet qui pouvait m'occuper des années, qui d'ailleurs le fit, puisque, comme l'a dit M. Tubiana, ce fut mon sujet de thèse d'État. Je salue le président du jury, René Heller, qui était là et qui avec Claudine Petit, m'a bien aidé à cette époque-là. Je voudrais dire la chance que j'ai eu de travailler avec Maurice Tubiana, évidemment. Mais après tout, vous avez remarqué, il a tout de même eu des mots un peu critiques. Alors, je vais rappeler une anecdote. C'est une des premières fois que j'ai vu. Alors, il avait une terrible colère, et certaines de ces colères sont réelles. Il disait à sa fidèle secrétaire, Geneviève Diouf, « Vous devriez comprendre que je ne peux pas toujours faire 3 choses en même temps. » Et vous avez bien tous compris que cela voulait dire qu'en revanche, faire 2 choses en même temps, nuit et jour, c'était tout à fait normal et c'était la règle de vie. Donc, je l'ai compris et c'était très agréable de travailler. En parlant quelqu'un a dit si gentiment que je rendais vite les copies, mais je dois dire que mon expérience du travail avec Maurice Tubiana, c'était une expérience formidable et je n'ai jamais rendu aussi vite les copies que lui quand on avait un article qu'on lui donnait, alors qu'il faisait 4 choses à la fois. On avait toujours les commentaires, on peut dire le lendemain, c'était extraordinaire. Donc Maurice Tubiana, monsieur, vous êtes un exemple unique pour moi. Peut-être mon affection filiale fait que je suis des fois un peu l'aspect porc-épic, mais évidemment vous êtes un modèle à la fois en santé publique avec votre combat contre le tabac, votre rôle clé dans la législation qui y correspond, votre passion pour la science, votre intérêt pour l'épidémiologie, à condition uniquement qu'elle soit directement connectée à la science, bien sûr, et qu'elle ne soit pas seulement statistique, mais on en est d'accord. Après tout, on a formé cette opinion ensemble. Je considère que j'ai eu une chance insigne de vous avoir comme directeur de thèse. Un mot pour dire que j'ai tout de même fait à Villejuif à l'époque de l'épidémiologie des maladies chroniques, et grâce à mon appartenance à l'unité de Daniel Schwartz, en particulier avec Evelyne Eschwege et Gabriel Rosselin, que j'ai vu, je suis très heureux qu'il soit là tout à l'heure. J'ai appris les grandes méthodes de l'épidémiologie analytique, j'ai fait du data mining, je crois, avant que ça s'appelle ainsi. Et puis, maintenant, je voudrais passer à ma carrière, plus rapidement à la fin de la carrière, bien que je suis encore au tiers, disons. Mais je pense que je vais pouvoir accélérer, ne vous inquiétez pas. Daniel Schwartz avait réparti ses collaborateurs dans les différentes universités pour faire l'enseignement, puisqu'il y a une énorme demande d'enseignement de la statistique, qu'il avait d'ailleurs créé cette demande. Et le sort m'a envoyé à Paris 7, à Jussieu, pour affronter, à 25 ans, des amphis de 400 étudiants. Alors, je fus absolument ravi de me retrouver dans cette ambiance de quartier latin qui me manquait un peu, à vrai dire, à Villejuif. Non seulement en tant qu'officier de marine, j'aurais aimé voir la mer, mais j'aimais bien aussi voir des étudiants, pour être tout à fait honnête, y compris les étudiantes. Et donc j'étais très heureux d'être à Paris 7. C'était une université jeune qui était en construction autour de Michel Alliot, qui était vraiment pluridisciplinaire, avec des mathématiciens, des biochimistes, des sociologues, des spécialistes des sciences de la Terre, des odontologues, cher Samuel, des personnes très riches de différentes disciplines. C'était très agréable de travailler ainsi. Et je retrouve ce plaisir de ces contacts interdisciplinaires justement à l'Académie des sciences, dont l'activité repose précisément sur le travail en commun de scientifiques de disciplines différentes. Alors, l'accueil à Paris 7 fut chaleureux pour moi, et j'ai créé là-bas un petit laboratoire de biostatistique avec Jean-Yves Marie, qui doit être ici.
et à qui je dois beaucoup dans tout cela, et qui a eu un rôle déterminant à toutes les époques. Cette équipe se constitua d'abord avec 2 assistants qui étaient en dehors du commun. Je voudrais dire leur nom, Michel Demester et Serge Azout, parce que, hélas, ils ont tous deux disparu, et tout de même, quelle que soit la journée, je ne peux pas ne pas penser à eux. Et ce que nous voulions, c'était créer non pas un laboratoire de statistique, mais un laboratoire de biostatistique, dont le nom, qui était inusité en France, jamais utilisé jusque-là, mettre les points sur les i, c'était la bio qui nous intéressait. Et c'est vers 1980 que je me décide à demander ma première unité INSERM. Et on se trouve alors, c'est comme ça que je l'analyse maintenant en tout cas, à une période charnière de l'épidémiologie. Parce qu'entre 1950 et 1980, l'épidémiologie a eu d'énormes succès dans les maladies chroniques, cancers et maladies cardiovasculaires. Et maintenant, et puis les maladies infectieuses ont quasiment disparu, l'éradication de la variole, la découverte des antibiotiques, le progrès dans les antibiotiques. Et c'est tellement vrai qu'il n'y a plus même d'unité d'épidémiologie des maladies infectieuses à l'INSERM à cette époque-là. Et donc moi, c'est sur ce sujet-là que j'ai décidé de configurer mon unité. Et je me suis particulièrement intéressé au sida en 1981. C'est l'année où je suis nommé professeur à Paris 7, qu'on découvre le sida, comme vous savez. Bien sûr, comme on l'a dit, aux autres maladies émergentes, l'hépatite C, le Creutzfeldt-Jakob, le SARS, maintenant le bioterrorisme. Toutes des maladies qu'on ne peut étudier qu'avec de la modélisation et grâce auxquelles on découvre des choses qui sont inobservables directement, comme la force de la contagiosité, la durée de la période d'infection, l'incubation, etc. Donc la modélisation est un des 2 mots-clés de mon activité épidémiologique, mais l'autre c'est l'observation. Je vais vous en dire un mot à cause de l'épée, parce qu'on retrouve beaucoup cela sur le fourreau. Je pense que jusqu'à récemment, l'observation en épidémiologie, contrairement aux autres sciences, a été mal considérée. On considérait en épidémiologie que ce qui est intéressant, c'est l'observation qui est générée à la suite de problèmes qu'on pose. Je me pose un problème, j'ai besoin de faire certaines observations. Mais l'observation brute de faits à partir desquels on crée des hypothèses n'a pas un énorme crédit. Et moi, je ne partage pas ce point de vue. J'aime l'observation, peut-être à cause de ma formation, finalement, au cours justement du travail que j'ai fait dans les groupes de Maurice Tubiana, de ma formation en expérimentation, où on regarde les données et on essaye de générer des hypothèses. Le sous-développement de l'observation épidémiologique me paraît abyssal. Je voudrais vous donner un exemple qui m'a frappé. Il y a eu une grande conférence au Collège de France sur les changements climatiques. Et là-dedans, toutes les spécialités, ça durait 2 jours, toutes les spécialités étaient représentées, et j'étais celui qui parlait de la santé. Juste avant moi, et tous les autres parlaient d'agriculture, d'industrie, de climatologie. Bon, je parlais de la santé. Et juste avant moi, parlait un de mes confrères de l'Académie des sciences, Yvon Lemao, qui travaille sur les manchots empereurs et qui a eu des résultats extraordinaires sur les manchots empereurs. Et alors on voyait comment il avait fait pour avoir des résultats extraordinaires. Il a mis des sondes sur l'ensemble de la banquise, il a mis des marqueurs sur les manchots empereurs avec des capteurs qui permettent de tracer leur trajet à plus de 1000 km de la banquise, de savoir combien de temps ils restent sous l'eau et à quelle profondeur, etc. Toute une technologie, GPS, transfert de données satellitaires, etc., qui permet de connaître parfaitement cette population de manchots empereurs et bien comprendre quelles peuvent être les conséquences des changements climatiques sur cette écologie. Bien moi, malheureux, avec mon épidémiologie, j'avais pas grand-chose à dire vraiment. Et à la fin, en tant que données à présenter, à la fin, un physicien m'a demandé, j'ai tout de même réussi à survivre, mais à la fin, un physicien m'a demandé une seule question: comment varie la tension artérielle en fonction de l'altitude? Et je lui ai dit, mais il n'y a pas de relevé systématique de la variation de la tension artérielle en fonction de l'altitude. Et il était très étonné, et je n'ai pas osé lui dire, parce que, d'une part, ça n'intéresserait aucun épidémiologiste, je crois, de faire ça, et d'autre part, si ça l'intéressait, il n'aurait pas l'argent pour le faire. Donc un manque d'observation extraordinaire, et moi, j'ai beaucoup j'aimerais beaucoup être un Lemao, non pas du manchot empereur, mais tout de même du sujet sain de la population.
et avoir vraiment des technologies de recueil de données très performantes et d'analyse ensuite. J'espère, mon rêve de l'observation épidémiologique, je l'ai exprimé avec l'astronomie ici, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Tycho Brahe. Tycho Brahe, grâce à Frédéric II, il a monté un observatoire merveilleux, on lui a payé des outils assez chers, des très belles technologies, puis il a fait des observations. Voilà, des observations. Tycho Brahe n'était pas très clair sur qui tournait autour de quoi, en fait. Il n'était pas si clair que ça. Mais il a fait des observations, puis de ces observations sont sorties, par exemple, la troisième loi de Kepler. C'est des très grands résultats, encore vrais. Donc, j'ai mis quelques couples astronomes épidémiologistes ici. Par exemple, j'ai mis, bien sûr, Gront et Huygens, parce que Huygens était le premier destinataire des résultats de Gront. Mais j'ai mis Bernoulli et Halley. Halley, le découvreur de la comète éponyme, c'est lui qui a fait la première table de mortalité, qui a servi à Bernoulli pour faire le premier modèle de la petite vérole. On retrouve la vérole en minuscule. Un mot pour vous dire que une personne à qui je dois beaucoup aussi, c'est Jacques Vidal, au-delà de l'amitié qu'il a exprimée, qui m'a tellement touché. Parce que, en fait, notre collaboration, comme il a dit, date des années 80, quelque chose comme ça, un peu avant. Et on avait l'habitude de... elle concernait les réseaux neuronaux, en réalité. Et puisque Jacques Vidal dirigeait à UCLA un laboratoire qui s'appelait Brain Computer Interface. Qui était plus tourné sur justement l'intersection entre les neurosciences et les computer science. Et on avait l'habitude de travailler grâce au réseau téléinformatique, de communiquer les données, de s'envoyer des mails, etc. Et on a beaucoup discuté, qu'est-ce qu'on peut faire avec la téléinformatique pour vraiment faire, peut-être pas aussi bien que les gens qui étudient les manchots empereurs, mais enfin faire quelque chose qui soit réactif. On a beaucoup de données directes. Et c'est comme ça j'ai configuré, avec son aide, le projet de réseau Sentinelle. Il a été écrit, ce projet, à UCLA l'été 83, je me rappelle très bien. Donc je suis très reconnaissant pour ça. Et un mot sur le réseau Sentinelle, parce que Philippe Garnerin, avec qui j'ai monté ce système, m'a rappelé récemment que le 1er novembre 84, quand on a mis en marche le système, c'est tout de même un peu émouvant de voir les modems clignoter. Simplement parce qu'on avait l'habitude de questionnaires qui en venaient un an après, etc. Et là, il y avait en temps réel des médecins qui communiquaient des informations épidémiologiques en temps réel. Et on pouvait, si on avait des bons outils derrière, les analyser tout de suite. Et puis, quelques jours après, les clignotants des modems se sont emballés. On avait la chance, si on peut dire, peut-être pas pour les personnes qui étaient dans l'épidémie, mais on avait la chance d'assister, je pense pour la première fois au monde, en temps réel, à une épidémie. Et j'ai retrouvé, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que j'ai retrouvé une émotion qu'on peut avoir quand on fait justement de l'expérimentation, où on voit devant ses yeux des résultats qui vivent et qui arrivent. Pour finir, je voudrais dire toute ma reconnaissance, évidemment, à mon environnement institutionnel, l'INSERM, bien sûr, qui, discipline par discipline médicale, assure une politique nationale de la recherche, et bien sûr fournit des moyens aux équipes qu'elle sélectionne, et en particulier m'en a fourni beaucoup, et m'a confié 3 groupes à diriger. L'assistance publique, car bien entendu, le but ultime du travail de la recherche médicale, c'est le malade. Et c'est donc une grande chance de travailler dans cette gigantesque institution et concentration de compétences, même s'il est des fois un peu gigantesque, mais heureusement, à l'échelle d'un hôpital, je salue Mme de Saint-Gly et Jean-Claude Petit, à l'échelle d'un hôpital, c'est plus vivable. L'université, qui non seulement fournit beaucoup plus de moyens qu'on veut bien le dire, parce qu'elle fournit des moyens en personnes, en locaux, mais qui, faut-il le rappeler, est tout de même le point de rencontre avec les étudiants. Et puis les associations caritatives, qu'on ne doit pas oublier notamment, non plus, notamment la Fondation pour la recherche médicale, et l'ARC, à laquelle je suis très attaché, pour plusieurs raisons. Enfin, le travail de recherche a cette caractéristique qui ne laisse jamais en paix. On ne peut pas quitter son travail le soir, ne plus y penser jusqu'au lendemain matin. On y pense forcément tout le temps, et en plus on vit, ce qui est extrêmement désagréable, avec culpabilité, les temps libres. La culpabilité rend méchant.
je crois que c'est une analyse personnelle de la façon de vivre d'un chercheur et très générale, que tous les chercheurs sont comme ça. On aurait aussi besoin, lorsqu'on est chez soi, donc en dehors des tracas du laboratoire ou de l'hôpital, de pouvoir s'isoler, lire, réfléchir, écrire. Du coup, on a besoin d'un environnement personnel et familial qui vous aide, vous supporte, au sens français et anglais du mot, en tout cas marque une certaine indulgence, au moins de temps en temps, surtout face à quelqu'un qui, si on croit le diagnostic de Jean-Louis Faure, est quelquefois, peut-être souvent, porc-épic. Et c'est donc l'occasion de remercier ma femme, mes enfants, pour l'environnement qu'ils me donnent, dans lequel, faute de silence, il y a beaucoup d'amour, ce qui est tout de même plus important. Donc je remercie encore Jean-Louis Faure, bien sûr. Vous allez avoir, c'est vrai que c'est mon côté méticuleux, j'ai pas voulu qu'on distribue les textes avant, parce que sans ça les gens lisent au lieu d'écouter. Mais maintenant, vous allez avoir le droit d'avoir les textes. Je crois que peut-être tout le monde n'a pas eu le programme, mais ceux qui ne l'ont pas eu, il est un peu tard pour l'avoir. Sur la table, cela vous permettra de bien retrouver les différentes personnes qui m'ont fait la gentillesse de parler. Et je vous rappelle qu'il y a un livre d'or à l'entrée et que vous êtes invité à le signer si vous le souhaitez. Oui, vous êtes invité à le signer. Les invités sont invités à le signer.